Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast live d'Anywhere Uni et c'est même une nouvelle saison, la troisième saison qu'on démarre ensemble avec ce podcast hebdomadaire d'Anywhere Uni. Donc si vous faites partie de la plateforme Anywhere Uni, que vous êtes avec nous en direct, n'hésitez pas à poser vos questions dans la section commentaires et puis on prendra vos questions au fur et à mesure du live et puis on s'assurera à la fin d'avoir bien répondu à toutes les questions. Si vous nous écoutez, vous nous regardez sur YouTube ou vous nous écoutez sur Spotify ou Deezer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Anywhere Uni pour ne rien rater. On poste un nouvel épisode chaque semaine, donc soit avec un responsable d'admission universitaire à l'international, soit avec un étudiant dans un de ces programmes à l'international. Alors ce soir, donc c'est la première pour l'année académique 2025-2026 et je démarre toujours les saisons en invitant des anciens élèves et c'est toujours un plaisir de retrouver ces anciens élèves et puis de pouvoir échanger avec eux sur leur parcours depuis le lycée, depuis qu'ils sont partis à l'université, voir comment ça se passe. Et évidemment, les familles et les élèves qui sont actuellement au lycée, c'est hyper intéressant pour eux de voir ce retour en direct d'un étudiant dans le programme. Donc ce soir, je suis ravi d'accueillir Zach. Zach, comment vas-tu? Ça va super, super content d'être là avec toi. Donc c'est un plaisir. Zach donc est en deuxième année à Centrale Supélec dans le cadre du Bachelor of Global Engineering de Centrale Supélec et McGill. Donc pour rappel, c'est un programme en 4 ans. On fait 2 ans en France à Centrale Supélec et ensuite 2 ans à McGill. Et donc Zach est en deuxième année encore à Centrale Supélec et on pourrait presque refaire un podcast avec lui d'ici 2 ans pour avoir l'expérience complète de l'enchaînement Centrale Supélec et McGill. Pour l'instant, on va surtout avoir sa perspective sur ces 2 premières années, en tout cas cette première année qui vient de passer à Centrale Supélec. Et d'ailleurs, ça pourrait être l'occasion effectivement de te réinviter dans 2 ans pour avoir la perspective complète. Ouais, c'est vrai que ça serait sympa, hein, surtout que je connais déjà des gens qui sont à McGill et apparemment ça change beaucoup. Ça change, la dynamique est différente et c'est complètement nouveau. Ouais, non, exactement. Ce serait très intéressant de voir. C'est sûr que c'est des environnements tellement différents que ça ne peut qu'être une différence assez forte. Super. Alors, Zach, si tu peux d'abord un petit peu te présenter, peut-être ton cheminement, on va dire, au niveau, voilà, dans ta vie, où est-ce que tu as pu vivre, où est-ce que tu étais au lycée, un petit peu le contexte pour qu'on sache un petit peu d'où tu parles. Bon bah du coup moi je suis né à Paris où j'ai vécu que 3 ans au début de ma vie avec mes deux parents et mon frère. Ensuite, j'ai déménagé à Singapour, à l'âge de 3 ans, où je suis resté jusqu'à la fin de ma troisième, donc dans le lycée français international à Singapour. Mhm. Et ensuite, après le brevet et après la pandémie, on a décidé avec ma mère de d'aller à Barcelone, où j'ai fait le reste de mon parcours scolaire donc au lycée. Euh, et j'ai terminé à Barcelone et après ensuite je suis allé évidemment ici à Gif-sur-Yvette à Paris à Centrale Supélec pour poursuivre mes études en ingénierie au Bachelor of Global Engineering. Alors, si avant de rentrer dans le programme, et puis on va regarder deux choses, surtout l'expérience étudiante dans ce programme à Centrale Supélec de Bachelor, qui est assez nouveau, et puis évidemment le processus de candidature qui intéresse aussi toujours beaucoup les élèves pour comprendre comment tel ou tel programme sélectionne ses élèves. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, quelle était, quand tu étais, on va dire, première, terminale, à quelle destination tu pensais? Est-ce que c'était ton premier choix? Est-ce que tu avais d'autres choix en tête? Qu'est-ce que tu considérais à l'international? Tu es un jeune qui a beaucoup bougé, tu as vécu en France, à Singapour, en Espagne. Quels étaient un petit peu tes critères, les programmes que tu regardais? Et puis au final, pourquoi tu as choisi ce programme-là spécifiquement? Oui, bah du coup, comme tu l'as dit, moi j'avais vraiment vu que j'avais bougé beaucoup. Mes parents aussi avaient beaucoup bougé dans leur vie. Ils ont tous les deux fait les États-Unis, ils ont fait différents pays à différents moments de leur vie. Moi, j'ai toujours eu un peu cette aspiration à aller à l'international. J'avais pas forcément envie de rentrer en France faire mes études, donc c'est vrai que c'était un peu étonnant de revenir de mon choix de revenir en France à Centrale Supélec dans ce bachelor. Mais moi, j'ai toujours voulu aller à l'international.
comme mon frère l'a fait. Il a 3 ans de plus que moi et il est allé à Toronto faire aussi des études d'ingénierie à Toronto Metropolitan University. Voilà, moi, je voulais un peu suivre, faire un peu la même chose que lui. Ça m'intéressait beaucoup. On est intéressé dans les mêmes choses. Et donc, du coup, moi, c'était une réponse évidente d'aller soit au Canada, peut-être aux États-Unis si je trouvais vraiment un choix parfait, ou en Angleterre. Voilà, c'était vraiment les 3 pays principaux, on va dire. Euh, c'est posé aussi la question d'aller aux Pays-Bas, à Delft. Mais enfin bon, voilà, j'ai fait plusieurs. Je me suis inscrit à plusieurs écoles d'ingénieurs, donc sur UCAS au Royaume-Uni, dont Imperial, Warwick, Bristol, euh, voilà, Bath, et je me rappelle plus de la dernière. Euh, et, euh, et voilà, pour moi, c'était une évidence d'aller à l'international parce que je voulais un programme aussi qui était en anglais. Ça, c'est un point important. Je voulais un programme qui était en anglais. Le problème, le Bachelor of Global Engineering, qu'on appelle BOGE aussi, pour plus court, il est entièrement en anglais. Et moi, je trouve ce qui est une de ses forces principales. Mhm. Euh, voilà. Et parce que moi, je ne me vois pas vivre toute ma vie en France. Donc, pour moi, voilà, c'était important. D'avoir un diplôme anglais, un diplôme international. Et si tu arrives à te remettre dans tes baskets de la classe de terminale et que tu avais différentes options à différents endroits, qu'est-ce qui a fait que à ce moment-là, tu as décidé de choisir ce programme-là qui démarrait en France, alors que la France n'était pas un pays que tu visais d'ailleurs à l'origine? Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'était qu'il y avait aussi le côté un peu. Je me posais la question si ça valait le coup de faire une prépa. Prépa intégrée ou prépa classique. Je me posais aussi cette question parce que c'est quelque chose, c'est un point fort du système éducatif français, du supérieur français. Ça crée des fondations qui sont hyper solides. Et donc voilà, mes parents, les gens autour de moi, me disaient que prépa, ça pouvait être aussi intéressant. Alors moi, donc, ce que je me disais, c'était que c'était 2 années très intenses pour avoir des bases extrêmement solides et pour aller peut-être encore plus loin après. Enfin, c'était vraiment quelque chose d'assez essentiel, la prépa, et pour moi, je trouvais ça assez logique. C'était quelque chose qui était important dans les études d'ingénierie. Surtout qu'on ne se spécialise pas tout de suite. On se spécialise pas tout de suite en prépa. On continue à faire, c'est un peu dans le style du lycée, quoi. On a des cours qui touchent un peu à tout. Bon, évidemment, si on prend MPSI, ça va être différent que si on prend MP2I ou des choses comme ça. Mais quand j'ai vu ce programme du BOJ qui proposait 2 ans en France et que j'ai parlé avec des gens qui faisaient le BOJ en première année, donc c'était la première promotion de BOJ, ils m'ont dit que c'était assez similaire au programme de prépa, donc il y avait des choses en maths, en physique, etc., qui étaient vraiment similaires, et moi je trouvais que ça c'était quelque chose de très important et qui m'attirait beaucoup. La difficulté quand on fait une prépa et qu'on veut aussi de l'international, c'est que après 2 ans de prépa, normalement, on peut pas accéder à des masters ou à des programmes à l'international. Il faut enchaîner avec une grande école, peut-être faire un échange pendant la grande école, mais ça limite un petit peu l'expérience internationale en passant par une prépa classique. Exactement, c'est ça pour le côté international, mais il y a aussi le côté du concours. Moi qui me plaisait pas, j'aimais pas le côté du concours où on est en prépa, mais on est tous les uns contre les autres. C'est vrai qu'ici dans le bachelor, c'est vraiment de l'entraide. Donc c'est très dur. On va avoir des sujets de prépa, enfin pas des sujets, pas des évaluations, mais des les chapitres, les mêmes chapitres qu'en prépa sur beaucoup de choses, mais c'est vraiment de l'entraide. C'est-à-dire ceux qui arrivent moins à suivre vont être aidés par ceux qui ont plus de facilité. Et moi, je trouve ça super. Ça crée une vraiment super ambiance, surtout qu'on est une promo là maintenant, je crois, on est environ 75. Et je trouve ça super important pour la dynamique du bachelor. Les avantages de la prépa en termes d'exigence académique et de structure de préparation, mais par contre, sans ni le stress de se dire sur quelle école on va tomber à la fin, ni la pression de se dire mon voisin à côté, en fait, potentiellement, il pourrait prendre une place au-dessus qui m'empêcherait d'aller dans telle ou telle école. Donc, ok. Super. Alors, ça tombe bien, je vois une question dans le chat qui est exactement alignée avec ma prochaine question. Pour qu'on comprenne bien ton profil au lycée, quels étaient tes spé
au lycée et quelle moyenne à peu près tu avais sur ta première terminale. Voilà, quel type d'élève au niveau académique quand tu étais au lycée français de Barcelone? Alors, du coup, ouais, j'ai choisi mes spé quand j'étais à Barcelone. Et là, alors, j'avais choisi du coup, je crois que c'était en second. J'avais choisi physique-chimie, maths et histoire géopolitique. Pour moi, c'était important de prendre l'histoire géopolitique parce que je voulais pas avoir que des sciences. J'avais besoin de quelque chose qui changeait un peu. Donc, et c'est vrai, je trouve que c'était vraiment le bon choix, même si histoire géopolitique, c'est assez intense et ça demande beaucoup de travail. Euh, mais c'était vraiment le mix parfait pour moi. En plus, ça m'a beaucoup intéressé. Et en plus, ça m'a appris à écrire aussi des essais voilà, ça m'a appris à écrire des longs essais qui est important pour les études supérieures après dans différentes matières parce que par exemple nous dans le programme on a des cours d'économie donc et en cours d'économie on va être amené à faire des essais de 4000 mots 8000 mots sur différents sujets et voilà, donc je pense que avoir fait géopolitique, c'était quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et après, maths et physique-chimie, c'était un peu des incontournables. Surtout, c'était ça qui me plaisait le plus. Euh, c'est ça qui me plaisait le plus. En plus, c'est vrai que en général, c'est ce qui ouvre le plus de portes. Donc voilà, moi, c'était le mix parfait. J'ai gardé du coup maths physique en terminale et voilà quoi. C'était les spé qu'il fallait pour faire ce que je voulais. Donc c'était très. Est-ce que tu faisais maths experte en terminale? Oui, maths expert aussi. Voilà, j'ai oublié de le dire. Ouais, important aussi, hein, je pense. Effectivement, ça, c'est le combo qu'on peut pas trop. Et maths expert, c'est vrai que c'est très important pour pas se sentir en retard à des moments en études supérieures. Je sais qu'il y a des moments l'année dernière où je me suis dit heureusement que j'ai fait maths expert parce que ces notions je les ai déjà vues et du coup et en fait on approfondit des notions qu'on voit en maths expert. Donc c'est vrai que maths expert c'est aussi un incontournable. T'as l'impression que dans les camarades qui viennent du système français, parce que je suis sûr que tu as des élèves qui viennent d'autres systèmes d'enseignement, mais dans ceux qui viennent du système français, c'était la norme, tout le monde avait maths experte. Ouais. Plus la grande majorité des gens avaient fait maths expert. S'il y en a un ou deux qui n'avaient pas fait, ils l'ont senti un peu. Et c'est peut-être parce que leur lycée le proposait pas, du coup. Et en termes de résultats scolaires, tu étais dans quel... alors, à la louche, hein, on va pas détailler tous tes bulletins, mais en gros, tu avais quel niveau? Alors, au bac, je m'en suis sorti avec 17 de note finale au bac. Après, je me souviens plus exactement, mais je crois que en maths, c'était... Ah oui, enfin, comme note du bac, j'ai eu 19 et 19 en maths et en physique. Et en moyenne, sur l'année, j'étais aux alentours de 17 euh, sur les spé. Voilà. Et sur les autres notes, à peu près aussi. Ok, donc profil hyper solide en sciences, en maths, et voilà, avec quand même la GGSP en première qui n'a pas été un souci, et voir sous toi ce que tu dis, qui a plutôt été une force Ouais. ouais, pour la suite. Super. Ton niveau d'anglais, t'avais quel niveau? T'avais validé ça comment? Avec quel test? Alors moi j'ai fait l'IELTS. J'avais eu je crois 7,5 ou 8 à l'IELTS sur 9. Voilà, mais je sais qu'il y a des gens qui ont pas fait forcément de tests d'anglais parce qu'ils étaient dans des écoles où soit ça parlait déjà anglais, soit ils étaient dans une section internationale où évidemment c'est obligé de savoir parler anglais, donc par conséquent ils savent que c'est pas nécessaire. Mais je crois qu'il y a aussi des exceptions. Je sais qu'il y a un Kazakh dans le bachelor qui parlait pas un mot d'anglais en arrivant et maintenant du coup il a appris l'anglais et ouais enfin il parlait très peu anglais quoi très peu Ah ouais, waouh. ouais il parlait très très peu. Ah ouais, voilà, c'est des exceptions. Effectivement, je pense que pour la plupart des étudiants, c'est inattendu. Si vous étudiez 100% en anglais déjà dans votre curriculum via un IB ou un système américain en anglais, par exemple, il n'y aura pas besoin de test de langue. Mais si vous venez du système français, il y aura besoin d'un test de langue. Super. Alors, si tu te rappelles, hein, c'est pareil, là, ça remonte un petit peu. Tu as eu une année de prépa de contenu à apprendre. C'est sûrement dû faire un petit peu de place. Mais est-ce que tu te rappelles du process de candidature et voilà, quels pourraient être tes conseils? On sait que la candidature à McGill, simple,
hein, pas dans le cadre du double diplôme. Elle est extrêmement simple, il n'y a pas de lettre de motivation, il n'y a pas de CV, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de test particulier, il n'y a pas de SAT. On est sur les bulletins de première et en général le premier bulletin de terminale, et c'est tout. Là, dans le cadre du double diplôme, c'est un peu plus complexe. Donc, est-ce que tu t'en rappelles et quels seraient tes conseils sur les pièces en plus des bulletins et du test d'anglais qui sont des éléments voilà, factuels sur lesquels on ne peut pas trop travailler à part, évidemment, bosser pour avoir des bonnes notes? Alors, tout d'abord, j'aimerais bien commencer par dire que il y a deux manières de rentrer dans ce bachelor. Il y a par la voie internationale, voilà, où la majorité des gens rentrent, et après, il y a aussi par Parcoursup. Voilà, donc je pourrais pas me prononcer sur Parcoursup puisque moi je suis pas passé par Parcoursup, mais en tout cas pour la voie que moi j'ai prise, euh, c'était donc je pense que d'abord on doit donner on doit envoyer notre profil, enfin un peu comme dans toutes les écoles, voilà, comme Parcoursup, donner nos notes, machin, etc., etc. Je sais plus si on doit donner nos notes attendues. Les predicted grades, ouais, je pense, ouais. Voilà, je pense il y avait peut-être quelque chose comme ça. Mais en tout cas, après, bah, ils font une sorte de sélection sur dossier, purement sur dossier. Et ils proposent. Il faut aussi envoyer, c'est vrai, j'ai oublié de dire, il faut aussi envoyer une lettre de motivation. Donc voilà, qu'on écrit soi-même évidemment. Euh, et, euh, et voilà, faut bien l'écrire. C'est vrai que tout le monde dans le bachelor a pris, je sais qu'on avait demandé en début d'année dernière les lettres de motivation des uns et des autres pour voir ce qu'on avait écrit. Euh, c'est vrai que bah, ils étaient tous très bien écrits et il y avait quand même, c'était très clair. Il y avait du précis sur bah, pourquoi eux appréciaient euh, l'ingénierie, pourquoi ils voulaient faire de l'ingénierie, qu'est-ce qui les ramène dans leur vie de tous les jours entre guillemets à l'ingénierie. Euh, et ils essayent tous de montrer, on essaye tous de montrer que on a cette envie d'aller plus loin dans le côté scientifique, plus loin que ce qu'il y a à l'école. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'important à mettre dans une lettre de motivation parce qu'il faut avoir l'envie d'aller plus loin dans un programme qui est exigeant comme celui-ci. Et c'est une lettre, contrairement à d'autres systèmes comme UCAS au Royaume-Uni, où c'est une lettre pour 5 universités différentes. Là, c'est une lettre pour ce programme spécifique. Donc, vous pouvez vous permettre de vraiment aller de manière assez précise sur le pourquoi est-ce que vous êtes un bon profil, pourquoi ça vous intéresse de faire ce programme spécifiquement. Vous avez d'abord 2 ans à Centrale Supélec et ensuite les 2 années à McGill. Et ce travail-là, j'imagine que tu l'avais fait aussi dans ta lettre de motivation. C'est ça, faut vraiment viser le programme. Faut vraiment viser le programme. Il n'y a pas de programme pareil. Il y a pas un programme pareil en France comme celui que Centrale Supélec et McGill proposent. On pourrait peut-être le comparer à celui du bachelor de Polytechnique, mais pour moi, il y a une différence énorme entre les deux, juste du fait qu'on va 2 ans à McGill déjà. Euh, mais voilà, oui, on peut vraiment viser le programme, et c'est important, je pense, de faire des recherches sur le programme avant d'écrire sa lettre de motivation euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir voilà, dire des choses enfin, qui ont de la valeur, qui sont relevant en anglais, qui sont. Non, tout à fait. Donc voilà, c'est sûr que, comme tu disais, c'est principalement sur dossier hein, d'abord, sur cette première phase. Mais la lettre de motivation va être très importante et ils éliminent clairement certaines candidatures sur la base de lettres de motivation pas assez précises, pas assez soignées, qui démontrent pas des recherches et une compréhension fine du programme et puis des appétences voilà, qui sont bien bien en lien avec le programme. On rentrera dans le programme un peu plus après quand tu vas nous présenter ce que tu as vécu l'année dernière. Et puis ça peut être du coup ce partage que tu vas nous donner, ça peut être des billes justement intéressantes s'il y a des élèves qui nous suivent là, qui sont en terminale, en dernière année, en grade 12, d'avoir parlé justement avec d'anciens élèves comme toi, ce qu'on fait ce soir, bah ça permet justement de mieux comprendre la logique, l'offre qui est sur place et du coup d'en parler mieux et d'être plus convaincant sur cette Il y lettre. a juste un dernier truc, c'est après la lettre de motivation, après les, le dossier, il y a une interview. Ah oui, mais j'allais y venir. Ouais, il y a une interview que tout le monde doit passer, qui n'est pas une interview. Alors, aussi, il faut savoir que le programme est nouveau, donc il y a des choses qui sont susceptibles de changer. Donc, c'est-à-dire quand moi j'ai fait, ça peut changer avec les années. Donc, moi, je vais donner des informations
qui était le cas pour mon année d'inscription, pour l'année que j'ai passée, etc. Mais ça peut changer, voilà. Mais voilà, donc il y avait une interview qui n'était pas une interview où on vous posait des questions mathématiques, physiques, quoi que ce soit. C'était plus une interview pour savoir comment vous réfléchissez, comment vous parlez, comment vous débrouillez en anglais aussi, c'est vrai. Quel type de personne vous êtes, parce que je pense que c'est un élément important pour eux. Ils ont quand même pas mal de demandes, je pense, pas mal de personnes qui s'inscrivent. Euh, et ils cherchent à avoir une bonne ambiance et c'est ce qu'ils réussissent très bien à faire. À chaque fois, je suis émerveillé parce qu'on est que 80 au début et tout le monde s'entend hyper bien. Il n'y a pas vraiment de désaccord. Tout le monde s'entend hyper bien. Il y a une très bonne ambiance de cohort. Sur la première année, enfin sur le premier cohort, le deuxième cohort qui est le mien et le troisième, bah, il vient d'arriver. Mais voilà, il y a que des super ambiances tout le temps. Donc c'est ça qu'ils cherchent avec l'interview aussi, je pense. Et alors, donc si on parle un peu plus, parce que c'était évidemment le prochain point que je voulais adresser, l'interview peut faire peur. Il y a différents styles d'interview qu'on peut voir effectivement selon les universités. Il ne faut pas se dire un entretien de sélection universitaire, c'est tous les mêmes. Il y a des formats qui sont très différents. Quelle avait été ton expérience? Est-ce que tu te rappelles? Voilà, je crois qu'il y a des documents qui sont donnés à l'élève avant de passer l'entretien. Je ne sais pas si c'était déjà comme ça à ton époque, des documents à travailler. Ouais, c'est ça. En fait, ils nous envoient une liste de documents avec, je crois, 20 articles, quelque chose comme ça, sur différents sujets. Faut lire les documents et après, ils te posent une question sur un des articles. Donc, par exemple, moi, je pouvais choisir mon article et c'était un article sur la police, quelque chose sur la pollution au Québec. Rien de mathématique, juste en gros, ça parlait de pourquoi le recyclage a tel effet dans tel domaine. Je crois des bouteilles en plastique. Enfin, je me rappelle plus très bien, mais en tout cas, voilà, c'est rien. Il n'y a pas de connaissances à avoir au préalable. Tu n'étais pas sur des théories spécifiques à connaître ouais. C'est ça. Donc voilà, faut juste lire l'article et après ils vont poser des questions dessus, mais pas de connaissance de l'article, mais juste de comment raisonner, qu'est-ce qu'on en pense, euh, qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qui est le plus important pour nous, voilà, enfin, et pourquoi on a choisi cet article. Enfin, s'ils nous donnent le choix de choisir l'article, pourquoi on a choisi cet article, voilà. Ouais, donc ils veulent voir comment vous réfléchissez, votre esprit de synthèse, capacité de résoudre des problèmes, les liens que vous êtes capable de faire par rapport à votre culture générale, culture scientifique. Et c'est ça, la manière dont vous réfléchissez. C'est exactement ça. Et voilà, ils veulent ça. Ils veulent, en gros, essayer de nous cerner au mieux dans un laps de temps qui est quand même assez court. Je ne me rappelle plus le temps de l'interview, mais... Ouais. Est-ce qu'il y a une partie aussi un petit peu motivation sur pourquoi vous voulez venir chez nous est-ce que vous êtes prêt à démarrer en France, après aller au Québec, etc. Ou c'est vraiment plus centré sur ces discussions autour d'articles scientifiques qui ont été proposés? Non, non, c'est ça. Alors, donc, il y a une partie sur l'article, voilà. Mais après, il y a vraiment une grande partie sur bah, qui vous êtes, d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez fait, quelles sont vos motivations, pourquoi ce bachelor, qu'est-ce qui vous attire dans notre bachelor, qu'est-ce qui nous fait... En gros, ils essayent de savoir, il faut les convaincre de pourquoi on est le bon candidat, pourquoi nous, on est fait pour ce bachelor. En termes de préparation, est-ce qu'il y a possibilité de se préparer ou pas? Quel serait ton conseil pour des élèves de terminale là, qui se disent là, je vais envoyer mon dossier d'ici un mois ou deux, il y a l'entretien à venir, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'il y a des conseils à partager? Alors ouais, donc c'est un programme qui est très complet. Moi, ce que je conseille, ça serait donc de se renseigner sur le programme, donc sur le site internet, sur les brochures et tout ça, mais aussi en appelant un, euh, quelqu'un qui est au bachelor actuellement, que ce soit quelqu'un qui soit à McGill là ou quelqu'un de ma promo, qui ont déjà fait une année, qui vont, bah, tout le monde dira que des bonnes choses, je pense. Enfin, que des bonnes choses. J'exagère, mais voilà. Mais surtout, voilà, d'avoir des informations sur qu'est-ce qui se passe dans ce programme, quoi. Comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on étudie aussi, c'est très important. Moi, je sais que j'avais parlé parce qu'on doit choisir en troisième année, donc quand on va à McGill, on doit choisir des streams. On a 9 streams à choisir, donc 9 spécialités entre guillemets.
Et il y a mechanical, civil, bioengineering, il y en a plus, mais voilà, je vous en donne trois pour un exemple. Et moi, j'avais parlé de ces streams-là, j'avais dit lesquels m'intéressaient, et aussi un que je savais pas qui existait forcément, enfin que je connaissais pas trop et dont je voulais me renseigner sur les 2 premières années. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'avais dit pour montrer que je m'étais intéressé au programme. Voilà, te montrer que tu as creusé sur la suite. Ouais. Voilà, donc moi, il faut connaître le programme pour écrire sa lettre de motivation et pour faire l'interview. Donc, pour faire un bon entretien. Ouais. Ouais. Ok, super. Alors, ensuite, tu as reçu une offre. Est-ce que tu te rappelles si c'était une offre conditionnelle où ils t'ont dit il faut avoir tant au bac ou c'était juste une offre inconditionnelle? Il fallait évidemment avoir le bac, mais est-ce que tu te rappelles s'il y avait des conditions sur cette offre? Je pense que c'est le cas de tout le monde. On a tous eu une offre. Donc avant, oui, bien. Donc on a eu une offre quand même pas mal de temps avant le bac. Je sais plus si c'était 1 mois, 2 mois. Et la seule condition, c'était d'avoir le bac. Bon après, bien entendu, je pense que si on avait le bac si toute l'année on avait 17 de moyenne et qu'on arrive au bac et que À 10,5? voilà, ça, on a juste le bac, quoi. Bah, ils vont se poser des questions, ils vont demander des justifications, etc. Et s'il n'y en a pas, bah, je pense que vous êtes mal barré, mais voilà, quoi. C'est juste avoir le bac, la condition. J'ai une question dans le chat qui peut être intéressante qu'on peut prendre maintenant. C'est est-ce qu'il y a une sélection dans ces 9 filières, ces 9 streams dont tu parlais à McGill? Donc, tu rentres dans le bachelor de Centrale Supélec, tu n'as pas déjà présélectionné ce que tu vas faire à McGill. Comment ça se passe, le choix des 9 streams? Est-ce que tout le monde peut vraiment choisir celle qu'il veut et il n'y a pas de quota? Ou est-ce que ça va dépendre d'un classement et certaines sont plus sélectives que d'autres? Alors, c'est un peu un sujet sensible, ça. C'est un sujet sensible au sein des élèves. On ne dit que des choses qui peuvent être diffusées. Non, mais c'est un sujet sensible au sein des élèves parce qu'en fait, à travers les informations qu'on a eues, les interviews, les questions qu'on a posées et tout ça, autant la première promo et la deuxième, donc la mienne, on n'était pas au courant que avant de s'inscrire et avant de valider notre choix au bachelor, on n'était pas au courant que dans chaque stream, il y avait des places limitées. D'accord. Donc évidemment, il y a certains streams qui vont accepter plus de places parce qu'ils sont plus populaires. Je parle bien évidemment de Mechanical Engineering et Bioengineering, par exemple, qui sont très populaires. Mais on savait pas, voilà, que il y avait quand même un tout petit peu un aspect un aspect de compétition. Ouais. Donc là, il y a la première promo, comme j'ai dit, qui est allée à McGill et ils ont eu leur stream. Et en fait, on se rend compte que je pense qu'il y a que eu 2 ou 3 élèves qui n'ont pas eu leur premier choix de stream. D'accord. Donc au final, il y a suffisamment de place pour que ça se répartisse bien, quoi. C'est en fait, il y a quand même pas mal de places. C'est vrai, il y en a une quinzaine maximum par stream. En fait aussi, au début de l'année, tout le monde veut faire Mechanical. En fait, c'est le choix que tout le monde connaît, en fait. Voilà. Et en fait, avec les différents cours qu'on fait, on apprend ce que chaque stream propose, et bah, on réalise en fait que en fait, civil, c'est vraiment bien, ça m'intéresse vraiment, il y a cette matière qui va m'intéresser plus, donc je vais prendre ça. Et voilà. Donc en fait, ça se répartit assez bien, mais quand même, il y a un tout petit peu un stress. On veut quand même être assuré d'avoir notre stream parce que on sait jamais. Après, je peux aussi vous parler, je sais pas si c'est pertinent, mais je peux aussi vous parler de la sélection des streams. On en a eu un peu un aperçu de ça, mais voilà, ça c'est plus tard, quoi. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta transition dans le programme? Donc, tu quittes, tu n'avais jamais vraiment vécu en France, hein, à part quand tu étais tout petit, sans souvenir sûrement. Tu débarques à Paris, enfin voilà, banlieue parisienne, en France. Comment ça s'est passé l'intégration? Et puis parle-nous un petit peu donc de l'intégration et du type d'élèves qu'on trouve dans ce programme, d'où est-ce qu'ils viennent et voilà, c'est quel type de profil? Alors, donc pour commencer, je vais parler du coup de moi, de mon expérience personnelle. Moi, mes grands-parents habitent à Paris, donc je suis toujours retourné à Paris. Je connais des gens à Paris. J'ai une grande partie de ma famille qui habite à Paris, donc c'était pas non plus l'inconnu total. Je suis revenu tous les étés, donc ça me faisait pas tant peur que ça. Par contre, en m'inscrivant, je savais pas si j'allais connaître des gens dans le programme. Et en fait, il se trouve que mes 2 colocs que j'ai choisis après, je les connais de Singapour, les deux, et ça se passe super bien. On a eu une grande chance sur ça.
Euh, et en fait, tout le monde se connaît plus ou moins d'une connexion qu'on a connue à tel âge, dans tel lycée, parce qu'en fait, c'est beaucoup des élèves d'école internationale. Des lycées français internationaux, ouais. C'est ça, des lycées français internationaux. Et donc en fait, on a tous des connexions par-ci par-là, on peut tous on a tous un ami en commun et tout ça. Donc, euh, donc ça c'est assez drôle. Après, ce qui est de la transition, c'est vrai que c'est vraiment une J sur Yvette, c'est vraiment une une ville, c'est vraiment universitaire quoi. C'est vraiment il y a pas loin, il y a l'X, il y a AgroParisTech, il y a comment ça s'appelle l'ENS, il y a Centrale Supélec du coup. C'est vraiment il y a que des étudiants, il y a que des jeunes, principalement des écoles d'ingénierie. C'est pas vraiment une ville, c'est vraiment fait pour les étudiants. Donc il y a Intermarché, il y a tout ce qu'il faut. Ça c'est vraiment facile ça pour le coup. On a juste Intermarché juste à côté. On est vraiment à l'aise. Et au niveau du logement, tout le monde vit sur le campus en... Ouais, on a la possibilité de tous vivre sur le campus. Je crois que là, de ma promo, tout le monde vit sur le campus. Vivre à Paris, il y a des gens qui l'ont fait l'année dernière, c'est très compliqué. C'est très déconseillé. Parce que pour les déplacements et tout ça, c'est très déconseillé. Mais c'est faisable. Euh, mais enfin voilà. Je voulais dire une dernière chose par rapport à la transition. C'est vrai qu'on est au contact beaucoup des ingénieurs, ceux qui sont en cycle ingénieur, ceux qui ont fait une prépa de 2 ans avant. On est beaucoup au contact, mais le truc c'est que vu qu'on travaille beaucoup, on a des très longues journées comparé à eux. On n'est pas forcément amené à se lier forcément beaucoup d'amitié avec eux. Donc on a les AS ensemble. Par exemple, moi je fais rugby. Et donc j'ai des amis au rugby, etc. Mais je peux pas vraiment les voir en dehors. Parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas les mêmes emplois du temps. Eux, ils sortent beaucoup. Et tout ça. Et c'est vrai que ça, des fois, ça crée un peu des frustrations. De votre côté? Ça, oui, voilà, ça crée un peu des frustrations de notre côté parce Parce que que vous êtes dans un rythme plus prépa, en fait. c'est ça. C'est ça. On a envie de participer, on a cette envie d'être avec eux. On peut pas vraiment, c'est déconseillé de faire partie d'une association euh, parce qu'on n'a pas le temps aussi et que les associations, ça demande énormément de temps. Donc en fait, on n'a pas vraiment cette vie universitaire. C'est vraiment plus ambiance prépa dans ce sens-là. Mais la difficulté, c'est que vous n'êtes pas juste une prépa en silo fermé où c'est que de la prépa, c'est vous êtes une prépa avec à côté des élèves qui ont déjà fait leur prépa et qui eux sont plutôt en mode ça y est, je suis rentré dans mon école, je profite, je participe à plein d'assos, je fais plein de choses et ils sont juste à côté, mais vous devez bosser dur et vous pouvez pas aller dans toutes les assos. C'est exactement ça. C'est juste à côté, mais on peut pas y aller quoi. Mais mais d'un autre côté, en fait, ça nous apprend pas mal de trucs parce que ça nous apprend à gérer notre temps. Je sais que en fait, vu qu'on a des journées qui sont vraiment pleines, bah, on a envie de faire du sport aussi, on a envie de bien manger, on a envie de voir nos amis, mais on a envie d'avoir les notes parce qu'au final, c'est pour ça qu'on est là. On a envie d'aller à Paris des fois. On a envie voilà, on a envie de faire des choses et tout le monde a envie de faire des choses. C'est ça qui est super ici. Tout le monde aspire à faire à prendre des trucs, à sortir, à étudier, à s'amuser. En fait, c'est un très bon cadre, je trouve. Mhm. Et du coup, on est obligé de faire des choix. On est obligé de s'organiser. Et franchement, ça nous apprend pas mal de trucs. Moi, je sais que sur une année, j'ai appris énormément de choses, surtout qu'on vit tout seul. Enfin, on vit tout seul, on est en coloc, mais on vit sans. Bon, on est des adultes, mais on vit sans adultes, sans parents, voilà. Donc on apprend beaucoup de choses et franchement, ça c'est super. Et la relation, même si vous les voyez peu, mais avec les élèves de grande école, il y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, non, non, il n'y a pas de problème. Bon, après, il y en a certains qui ont un peu des préjugés sur le bachelor. Ils disent, ouais, bon, bah, vous êtes venus à Centrale sans passer par la prépa, vous êtes des tricheurs et tout ça. Sauf que eux, ils savent pas, ils sont pas forcément renseignés sur le fait que nous, on a le rythme, enfin, on a un petit peu le rythme qu'eux, ils avaient en prépa, quoi. Et j'en profite pour poser une question qui vient du chat. Et peut-être que vous en avez parlé un petit peu, tu n'es pas encore à McGill, donc je ne sais pas si tu as toute la perspective, mais voilà, en termes de. Toi, tu as l'impression qu'en termes de valeur de diplôme, ensuite de titre d'ingénieur que tu vas plutôt récupérer du coup au Québec, à moins que tu te dises après, peut-être que tu veux encore rebasculer sur un programme en France après, mais est-ce que tu te sens rassuré sur
la reconnaissance du diplôme et la crédibilité en termes d'ingénieur via un parcours comme ça? C'est une bonne question. C'est une question en fait, on s'est tous beaucoup posé avant de venir et même quelques-uns maintenant. Euh, c'est Centrale Supélec et McGill, ce sont deux écoles qui sont enfin, Centrale Supélec extrêmement réputée en France principalement, en plus elle fait partie du groupe euh, Université Paris-Saclay, qui est extrêmement bien réputée mondialement. Et puis McGill, qui est l'université qu'elle est à l'échelle mondiale, elle est super connue. On doute pas trop, non, enfin, moi, personnellement, je doute pas trop du diplôme maintenant, de la crédibilité du diplôme, surtout que le, 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 ce qu'on étudie, la matière, est très difficile. Ça nous rajoute de la crédibilité. Ce que tu apprends, c'est du solide, donc de toute façon, tu seras solide en entretien d'embauche. Il y a de la matière, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc, reviens un petit peu plus sur les profils des étudiants. Est-ce que c'est tous plutôt des Français qui ont vécu à l'étranger, du coup? Ou est-ce qu'il y a vraiment plein de nationalités? Est-ce que tout le monde vient d'un bac français? Ou est-ce qu'il y a un peu plus de diversité que ça? Alors oui, c'est vrai que ça se veut un bachelor qui soit international, entièrement international. Donc du moment où on parle anglais, c'est bon entre guillemets. La majorité des personnes sont françaises ou ont un lien à la France. Je crois que c'était un Pakistanais si je ne me trompe pas, qui avait son grand-père qui était français, du coup il était revenu en France quelques fois. Bon, il parlait pas pour autant français, mais voilà. Euh, voilà, c'est ça. Il y en a beaucoup qui ont un lien avec la France, il y en a beaucoup qui parlent français, mais il reste quand même qu'il y en a peut-être, je dirais, une dizaine qui sont arrivés sans vraiment parler français, qui prennent des cours de français sur le côté. Et je pense que leur intégration se passe très bien parce que ils s'amusent autant que nous. Enfin voilà, ils font autant de choses que nous et ils ont en plus le la, 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 la chance, la joie de pouvoir découvrir la France sur les temps libres, donc sur les vacances et sur les week-ends qu'on a où on n'est pas forcément obligé de réviser. Enfin, où on se sent pas nécessairement obligé de réviser. Ouais, ouais, la plupart viennent du système français, mais entre vous, ça parle anglais. Entre nous, ça dépend. Donc, vu qu'il y en a beaucoup qui parlent français, et c'est vrai que souvent on s'associe, hein, c'est un peu quelque chose de naturel. Euh, Moi, mes amis principalement, ce sont des gens qui parlent français, c'est des gens qui sont vraiment françaises. Et donc du coup, voilà, on parle français entre nous. Mais par exemple, quand il y a des gens qu'on sait que c'est leur deuxième langue ou même voire leur troisième langue, il y en a beaucoup qui parlent plusieurs langues. Euh, et bien, du coup, on va parler anglais avec eux parce que c'est la langue commune, voilà. Mais en cours, c'est systématiquement l'anglais, même si les profs sont des fois français. Voilà, c'est vraiment majoritairement l'anglais en cours. Ok, donc parle-nous un peu plus du coup du programme académique c'est quoi les matières, c'est quoi la structuration des examens dans ce programme? Alors, les matières, je vais le faire un peu en gros, mais en première année, c'est centré à peu près autour des maths, de la physique, de la bio, il y a de l'éco, et une autre matière, c'est de la humanities, c'est un peu de la philo, quoi. Euh, je crois que c'est à peu près les 5 matières, si je me trompe pas. Ah oui, non, il y a aussi du computer science, enfin, tout ce qui est code, voilà. Euh, donc, sur l'année, il divisait en 4 parties, 4 séquences. Et sur chaque séquence, on va avoir à peu près 4 matières. Voilà, on va avoir à peu près 4 matières. Donc, on va tout le temps avoir maths et physique. Après, ça peut varier. Enfin, on va toujours avoir maths et physique. Le nombre d'heures peut changer un petit peu, mais c'est vraiment les deux bases entre guillemets. Les deux matières phares. Ouais. Voilà, c'est ça. Ensuite, on va avoir soit éco, soit philo. Et ensuite, on va avoir la quatrième matière qui va être euh, bio ou computer science. Voilà, donc bio, c'est tout ce qui est génétique, tout ce qui est voilà,
tout ce qui est les cellules. On va vraiment voir en profondeur, machin. Je trouve ça super intéressant. Moi, ah oui, on a de la chimie aussi. J'ai failli oublier de dire. Mais en gros, ça dépend des séquences. Et ça, c'est pour ça que c'est un peu difficile d'expliquer. Mais en gros, on a 7 matières: chimie, bio, computer science, maths, physique, éco et philo, je pense que j'ai pas dit. Voilà, 7 matières qui vont être agencées dans chaque séquence d'une manière différente. Voilà. Très multidisciplinaire au final. C'est très multidisciplinaire et moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu et ce qui me plaît toujours. Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui bronchent face à la chimie. J'en fais partie. Parce que on voulait pas forcément faire de la chimie quand on a fait un bachelor d'ingénierie. Mais au final, il y en a qui font ingénierie, je sais plus si c'est ingénierie chimique ou quelque chose comme ça. Voilà, enfin bref, il y a des gens à qui ça plaît beaucoup et c'est vrai que ça apprend des choses qui se il y a tout le temps des choses qui se croisent avec les autres manières, avec les autres matières, donc c'est jamais du temps perdu, même si ça vous plaît pas. Franchement, c'est très bien fait, c'est très bien fait. Et au niveau des examens, c'est quoi le format? Alors donc les examens, c'est des examens écrits pour toutes les matières. Ouais, c'est des examens écrits pour toutes les matières. Après, ça dépend des années, ça dépend des matières, mais en gros, ça va être autour des 2 heures d'écrit, 3 heures d'écrit, voilà. Et avec ceux qui ont besoin d'aide, de PE, je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, bref, d'aide de plus longtemps, c'est possible. Aussi, Ouais, pour les étudiants qui ont des... ouais, qu'on des tiers-temps, voilà, des tiers-temps. Ouais, super. Bon, écoute, on arrive proche de la fin. Si vous avez des questions dans l'audience, n'hésitez pas à les poser. Je vois des questions sur la sélection, sur la relation entre les deux écoles. On en a parlé déjà, donc je pense que vous nous allez rejoindre peut-être un petit peu plus tard. Donc n'hésitez pas, vous allez recevoir un lien après avec l'enregistrement et vous pourrez regarder du début et vous verrez, on aborde tout ça. Donc si vous avez d'autres questions sur les choses qu'on n'a pas touchées, profitez-en pendant que Zach est encore avec nous. Et puis, donc, Zach, en attendant, est-ce que tu as autre chose à partager sur ce programme voilà, pour des élèves qui seraient de 15, 16, 17 ans qui regardent ce programme est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais leur dire? Moi, je pense que c'est un programme. Faut pas oublier que c'est un programme qui est nouveau. C'est un programme qui est nouveau et qui, par conséquent, il y a des fois des défauts d'organisation. C'est-à-dire l'admin a du mal à s'organiser sur différentes choses. Alors ça peut être super frustrant sur le moment, mais nous, on a fait ce choix-là. On a fait ce choix-là de venir dans ce programme, donc il faut faire avec. C'est que la 3e année là, donc il y a encore des problèmes d'organisation. Il y en aura encore dans le futur. Bon, enfin voilà, si je dois donner un exemple d'un problème d'organisation majeur de l'année dernière, c'était à la fin de l'année, donc en juin, fin juin, ah oui, et ça c'est très important, on a des stages à faire. Ah, ok, oui, important, ouais. Je reviendrai sur les stages après, mais en gros, cette année, c'était un stage de 5 semaines qu'il fallait faire pendant l'été. Donc, on pouvait le faire dans ce qu'on voulait, dans l'humanitaire. C'était vraiment juste pour s'habituer à la démarche du stage, ne pas perdre notre été, entre guillemets, et vraiment faire quelque chose de notre temps. Voilà. Il cherche à nous rendre des ingénieurs complets, donc voilà, donc ça contribue à ça. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que on n'avait pas le résultat des examens avant avant le début de certains de nos stages. Ça veut dire que en fait, ils nous donnaient les résultats de nos derniers examens relativement tard. Donc en fait, il y a certains d'entre nous, on s'était engagés à faire des stages. C'est vrai que d'un côté, c'était un peu de notre faute parce qu'on s'est engagé à faire nos stages. On voulait faire nos stages le plus tôt possible pour pouvoir profiter le plus possible de nos vacances après. Euh, mais, euh, mais voilà quoi. Donc, ils nous ont donné les réponses tard et il y en a beaucoup qui ont dû rentrer du pays où ils étaient, parce qu'il y en a beaucoup qui vont faire leur stage à l'international pour faire leur rattrapage. Donc c'est quand même une perte d'argent qui est quand même assez conséquente, c'est vrai. Mais bon voilà. Donc c'est ce genre de petit manque d'organisation qui est à relever et qui est à retenir. Mais sinon on le ressent pas tous les jours. C'est vraiment juste des petits trucs comme ça.
C'est ça, des petits problèmes d'organisation liés à un nouveau programme, et en même temps, vous êtes des pionniers, et vous vous êtes engagés en tout état de cause, en connaissance de cause. Une question sur les frais de scolarité. Est-ce que tu les as en tête ou pas? Est-ce qu'il y a tu sais s'il y a des élèves qui ont des bourses dans ce programme-là, ou bon, voilà, c'est pas forcément une question. T'es pas responsable d'admission dans le programme, mais est-ce que tu as des choses en tête? Alors, pour les frais de scolarité, je crois que c'est aux alentours de 7500, je crois, pour un élève qui est français. C'est 7500, quelque chose comme ça, hein, c'est peut-être 7900, je sais pas. 7500 en France et 7500 au Québec. Donc, ça sera le même tarif sur les 4 années. Quand on a le passeport français. Quand on a un passeport français, ça c'est important, voilà. Après, je pense que pour un élève qui n'est pas français, mais qui est européen, je pense que c'est 7500 en France et après c'est plus cher au Québec. Mais ça, je suis pas sûr. Par contre, voilà, et ce qui est sûr, c'est que quand on n'est pas français, on paye plus cher. On paye plus cher, voilà. Ouais, donc allez voir sur le site pour les différents coûts et frais de scolarité pour voilà, des résultats précis. Toi, c'est ton cas parce que tu as un passeport français, mais c'est effectivement pas la même chose pour tout le monde. C'est détaillé sur Internet, mais il y a des bourses qui sont offertes. Je sais qu'il y a, il y a, il y a pas mal de Marocains là, dans le Bachelor qui sont, qui sont là en problème de bourse parce qu'encore une fois, il y a un problème d'organisation. Les bourses pour le Canada, parce que c'est vrai que les Marocains vont payer beaucoup plus cher pour le Canada. Je sais plus si c'est à hauteur de 15 000, quelque chose comme ça. 15 000 euros. Et donc, du coup, voilà, s'ils n'ont pas la bourse au Canada, bah, ça va poser problème. Mais voilà. Il y a des possibilités de négociation après, quoi. Voilà. Et voilà. Et il y a des, voilà. Donc, il y a des bourses. Et je voulais juste revenir sur les stages, peut-être, parce que ça, c'est quand même un point qui est très important dans le bachelor. Euh, il y a 3 stages au cours du programme, je crois. Il y a le premier, du coup, qui est vraiment très open. Ça s'appelle le SECI Social and Environmental Community Internship. Donc c'est vraiment le but, c'est vraiment que ce soit social, l'environnement, tout ça. Donc on peut faire vraiment à peu près ce qu'on veut tant que ça touche à ça. Et moi je trouve que c'est une super opportunité de pouvoir faire ça, de pouvoir faire un truc humanitaire, c'est incroyable. Après en deuxième année, on a un stage de 6 semaines, donc encore l'été, qui doit être un stage en entreprise cette fois-ci. Donc j'ai pas beaucoup plus d'informations sur ça, mais voilà, c'est un stage en entreprise un peu plus classique qu'on verrait un peu plus classique. Et après, je crois qu'il y a un stage plus long en dernière année, je crois, je sais plus si c'est de 3 mois ou de 6 mois, je suis pas sûr. Mais voilà, on a un stage plus long en troisième année, en quatrième année. Ouais, un vrai stage avant de rentrer dans le monde professionnel. Donc, vous arrivez quand même avec un peu de bagage. Et puis voilà, il n'y a pas de stage comme ça proposé en prépa notamment. Donc, c'est un avantage aussi du programme. Super. C'est bon pour toi, Zach? Moi, c'est bon. S'il y a plus de questions. Hein. Eh ben, écoutez, merci d'abord à toi hein, pour ton temps et tout cet éclairage. J'ai également appris plein de choses, donc c'est super intéressant. Merci à tous de nous avoir suivis en live. Et puis, si vous nous avez écoutés sur YouTube ou sur une plateforme, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Zach, merci beaucoup. Bonne continuation. Et puis, écoute, on se revoit au plus tard d'ici 2 ans pour que tu nous parles de l'expérience après la transition à McGill pour qu'on ait l'ensemble de la perspective. Ce serait super intéressant. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à toi. Allez, bonne soirée à tout le monde et à bientôt pour un prochain épisode du podcast Live d'Anywhere Uni.